Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BNTV, la chaîne de ta grâce. Les titres. Religion, culte spécial pour la paix en Côte d'Ivoire par l'église apostolique de Côte d'Ivoire du pasteur Kessi Emmanuel. Vous aurez les détails tout au long de ce journal. Le président mondial des églises Christianisme Céleste était à Abidjan cette semaine. Objectif, régler les dissensions entre les différents responsables de l'église en Côte d'Ivoire. Et actualité africaine, le sommet international de la francophonie se tient à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre prochains. Au sortir de ce sommet, le nouveau successeur de Abdou Diouf sera connu. Bienvenue à cette session d'information. Nous le disions dans les titres, l'église apostolique de Côte d'Ivoire du pasteur Kessi Emmanuel a organisé un culte spécial de prière pour la Côte d'Ivoire dénommé Programme de prière pour les nations, un moment durant lequel les fidèles ont crié à l'Éternel pour le retour durable et effectif de la paix dans le pays. Irène Bailly. Dénommé Programme de la bénédiction, le traditionnel temps de prière et d'adoration mensuel de l'Église apostolique de Côte d'Ivoire a réuni ce 12 novembre les fidèles de cette communauté et plusieurs orateurs, notamment le pasteur Kessi Emmanuel de l'église d'Atekoubé, pasteur hôte, et le pasteur Emmanuel de la communauté de Trècheville. À cette occasion, le pasteur Emmanuel de Trècheville a exhorté le peuple de Dieu à implorer le pardon du Seigneur sur le pays pour le sang versé, cause, selon lui, de blocage et d'échec. Et tribulation dans cette nation à cause du sang versé. J'ai permis à ce que la pluie arrose cette nation, malgré la sécheresse des mers. En s'inspirant du livre de Genèse, le chapitre 32 au verset 22 à 32, le pasteur Kessi Emmanuel, orateur principal de ce moment, a quant à lui invité le peuple de Dieu à éviter les lamentations, à placer sa confiance en Dieu, car il demeure le seul capable de changer les situations désastreuses en situations meilleures. God is your fortress in your stress. Dieu est ta forteresse pendant ton stress. When we say fortress, lorsque nous parlons de la forteresse, what is the fortress? Qu'est-ce qu'est la forteresse? Fortress is a place of fort. C'est une place, c'est un lieu fort. It's a place of fort. C'est une place, un lieu de confort. If you can discover the place, that place in your life. Si tu peux découvrir cette place dans ta vie, all your stress will be end. Mais tous tes stress là vont prendre fin. You have been trying. Tu t'efforces. You have been praying. Mais tu pries. You have been fasting. Tu jeûnes. You have been resting. Tu t'efforces du coup. You have been doing everything in your capacity. Tu fais tout ce qui est en ta capacité. But still, mais encore, it seems that you don't do anything. C'est comme si tu n'as rien encore fait. That's why God has to tell you. C'est pourquoi Dieu me charge de te dire. He said today, il dit aujourd'hui, your stress will be ended. Ton stress va prendre fin. And God will move you forward. Et Dieu va te faire avancer. And then God will move you forward. Dieu va te faire avancer. L'homme de Dieu a aussi encouragé le peuple de Dieu au réveil et au combat spirituel. Ce programme empreint de spiritualité a pris fin par la prière. Parlons à présent de cette plateforme Oindre pour vaincre qui a été le cadre la semaine dernière pour galvaniser les ministres de Dieu au rassemblement de prière, ce en faveur de la Côte d'Ivoire, et qui est prévu le 27 décembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Inès Koudunion-Balé nous en dit plus. Il faut y arriver, saturer la Côte d'Ivoire totalement de l'évangile pour la gloire de Dieu. Car la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle Jérusalem, selon les ministres de l'Éternel. Raison de plus, pour eux, de saisir la plateforme spirituelle Oindre pour vaincre, pour galvaniser les leaders spirituels, pour la grande rencontre de prière prévue au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre prochain. Le mercredi 12 novembre, à l'église évangélique à la bénédiction, le révérend général Makoso Kami Ariel a parlé de la détermination dans le ministère. Qui vient te rappeler à chaque fois que ma soeur ça ne va pas? Qui vient à chaque fois te raconter ce problème? Car il a dit à Adam, qui t'a
politiciens ont des problèmes parce que vous avez trop d'oreilles pour entendre, pour écouter les mêmes problèmes de vos amis. Mon frère, on est ici, on est en bas, les papatos, les poum-poum. J'ai appris que, il paraît que, en toi, il y a ce qu'on appelle une énergie que les formations et les religieux chrétiens appellent aura. En toi, il y a une lumière. Car Christ dit, vous êtes la lumière de ce monde. Donc la lumière qui est en toi, si elle passe son temps à écouter des propos qui ne font pas avancer, mais qu'il faut reculer, tu vas reculer. Raison pour laquelle Jésus un matin s'est mis sur la montagne et il a choisi ses disciples. Dans la vie, je choisis avec qui je marche. Ne confesse jamais que tu ne peux pas. Car la Bible déclare, je puis tout par celui qui m'aime. Enfant de Dieu, ministre de l'Éternel, la défaite du diable sur la Côte d'Ivoire est entre vos mains, dès lors que chacun soit à son poste. Shalom. Et nous refermons la page religion avec la visite en Côte d'Ivoire du président mondial de l'Église Christianisme Céleste. Le dimanche 16 au mardi 18 novembre dernier, le premier responsable de l'Église est venu régler les dissensions qui existent entre les différents responsables de l'Église en Côte d'Ivoire et appeler les uns et les autres à un même idéal, celui du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La foi est agissante et toujours présente chez nos fidèles. Voilà en substance le constat qu'a dressé le président mondial de l'Église Christianisme Céleste lors de sa visite en Côte d'Ivoire. Au thème de ces 3 jours de mission, il a animé une conférence de presse dans le but de régler un certain nombre de malentendus survenus dans la gestion quotidienne de cette œuvre en Côte d'Ivoire. Pour lui, quelles que soient les dissensions qui pourraient apparaître entre les membres d'une même communauté, la prévalence de l'union est une vertu à préserver. Après avoir donné l'origine des dissensions qui empoisonnent la maison céleste, son éminence Emmanuel Oshofa a tenu à confirmer le révérend Canon Luc dans sa fonction de président national de l'Église Christianisme Céleste, car, a-t-il précisé, la procédure de nomination au sein de cette communauté répond à des règles spirituelles bien établies. Répondant volontiers aux questions des médias nationaux et internationaux, son éminence Emmanuel Oshofa a dit être venu en Côte d'Ivoire pour apporter un message de paix et de réconciliation aux Ivoiriens. Rappelons aussi que durant son séjour, le chef mondial de l'Église Christianisme Céleste a été reçu par le directeur des cultes représentant le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, afin que de l'union de l'Église se raffermisse la paix en Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent avec le Burkina Faso. On le croyait en retrait des affaires, mais non, le lieutenant-colonel Zida revient sur la scène politique. Il a été nommé Premier ministre par le président de la transition, Michel Kafando, une nomination qui n'a pas surpris, mais qui est accueillie de diverses manières à travers la nomination d'un membre de l'armée. L'armée entend conserver toute son influence dans le jeu politique au Burkina Faso. Regardez. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition décrète. Article 1. M. Yacouba Isaac Zida est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 18 novembre 2014. Michel Kafando. Je vous remercie.
Et nous poursuivons cette édition d'information femmes et jeunes en francophonie, vecteur de paix, vecteur de développement. C'est le thème du sommet de la francophonie qui se tient cette année à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre prochains. Ce sommet va rassembler les 77 pays membres de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, des représentants des organisations internationales, des acteurs économiques et culturels seront présents. Rappelons également qu'au terme de ce sommet, le successeur d'Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF, sera connu. Le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tiendra à Dakar, au Sénégal, les 29 et 30 novembre prochains. Pour cette édition, les jeunes seront à l'honneur grâce au thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Ainsi, la jeunesse africaine consciente de son rôle et de son impact dans la marche de la francophonie se mobilise. Objectif, réclamer des initiatives concrètes pour répondre aux défis sociaux, économiques et politiques en faveur de jeunes au sein de l'OIF. Le 15e sommet de la francophonie est un sommet visible, un sommet qui suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes sénégalais, les jeunes africains, les jeunes de l'espace francophone de manière générale. Je pense qu'on doit aller au-delà des discours, avoir des actions concrètes et suivies pour faire de la question de l'emploi des jeunes la question centrale même du développement de nos États. La jeunesse représente 60% de la population dans l'espace francophone. Aujourd'hui, la prise en compte des besoins de cette jeunesse est plus que nécessaire pour le développement de l'organisation transcontinentale ayant en partage la langue française et certaines valeurs universelles. Les pays africains en croissance forte sont des pays anglophones, donc les pays francophones les suivent un peu. Les modèles aujourd'hui au niveau culturel, musical, etc. se tournent vers l'Afrique anglophone. Donc quelque part, c'est vrai que les pays anglophones et les jeunesses anglophones prennent le lead sur beaucoup de choses et puis embarquent avec elles les jeunesses francophones qui s'y retrouvent. Ce sommet de la francophonie regroupera des délégations des 77 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, des représentants des organisations internationales, des acteurs économiques, culturels et sociaux sont également attendus dans le cadre de cette manifestation. Une rencontre au cours de laquelle sera désigné le prochain secrétaire général de l'OIF en remplacement de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Et cette brève à présent, ce 20 novembre 2014, comme chaque année, les enfants sont à l'honneur dans le monde avec la journée internationale des droits de l'enfant célébrée dans le monde. Et cette année, le thème retenu, protection des enfants contre les violences, bilan et perspective 25 ans après l'adoption de la CDE, une opportunité encore une fois pour faire l'état de la situation de l'enfant dans le monde. Et au Kenya, une vaste opération antiterroriste a été lancée. Des fouilles et des perquisitions ont été menées par l'armée. Le gouvernement affirme ainsi lutter contre la constitution de réseaux islamistes liés au Shebab somalien. Des mosquées perquisitionnées par la police kenyane. Nous sommes à Mombasa, la deuxième ville du pays. Des grenades, des munitions et des cocktails Molotov ont notamment été saisis lors de ces raids menés ce mercredi. Une centaine de personnes a été arrêtée. Le gouvernement affirme lutter contre la constitution de réseaux islamistes liés au Shebab somalien. Lundi déjà, plus de 200 personnes ont été interpellées lors de descentes dans d'autres mosquées du centre-ville. Un jeune de 20 ans a été tué. Selon les autorités, il avait tenté de jeter une grenade sur la police. Et nous sommes de retour en Côte d'Ivoire avec la page économie. Les vols domestiques sont de nouveau de retour dans le pays après 17 ans d'absence. La compagnie Air Côte d'Ivoire, avec l'aide de l'État, a pu financer la rénovation de 5 aérodromes, un soutien qui est estimé à 7 milliards de francs CFA. Désormais, les villes de l'intérieur du pays seront desservies. Le premier vol a été inauguré le 15 novembre dernier avec la ville de Korogo dans le nord du pays, un véritable défi pour la compagnie aérienne. 17 ans après leur disparition, les vols domestiques ont fait leur retour en Côte d'Ivoire. La compagnie Air Côte d'Ivoire a inauguré sa première liaison Abidjan-Korogo dans le nord du pays.
Un trajet permis grâce à un investissement de l'État ivoirien. 7 milliards de francs CFA auront été nécessaires pour rénover les aérodromes concernés en équipement de sûreté, tours de contrôle, véhicules anti-incendie et balises lumineuses pour les atterrissages nocturnes. Pour l'État de Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire est aussi un outil de développement. L'économie ivoirienne aujourd'hui est énormément concentrée sur le sud du pays et un des défis majeurs pour l'État, c'est de faire en sorte que les zones urbaines de l'intérieur du pays soient complètement désenclavées. Par exemple à San Pedro, qui est dans le sud-ouest, à Mans, je pense à Korogo, qui sont des zones qui sont amenées à être des zones de croissance future pour le pays. Les vols commerciaux redémarreront officiellement le 24 novembre. Les villes de Boaké dans le centre du pays, de San Pedro dans le sud-ouest, de Mans à l'ouest et d'Odiéné dans le nord-ouest seront desservies. Pour 141 millions de dollars, Air Côte d'Ivoire a fait l'acquisition de 2 appareils qui peuvent transporter entre 60 et 80 passagers. 2 autres avions devraient s'ajouter à la flotte. À Abidjan-Korogo, je crois que c'est à peu près 7 heures, voire 8 heures de trajet. En avion, ce serait peut-être 30 minutes, voire moins. Donc forcément, il y a un intérêt logistique pour les particuliers. Mais surtout, un investisseur ou un homme d'affaires qui pourrait se rendre en 2 ou 3 jours, à la fois à Korogo, à la fois à Mans, à San Pedro, à Boaké, par exemple, pour des investisseurs qui sont très actifs sur toute l'étendue du pays, c'est révolutionnaire. Outre l'État ivoirien, l'établissement financier Afrexim Bank et la banque d'affaires Alges Consulting ont participé à la réhabilitation des structures aéroportuaires. Un apport plus qu'indispensable. De l'aveu même du directeur général de la compagnie René Décuré, les vols intérieurs ne sont pas des destinations rentables. En Ouganda, le groupe de téléphonie cellulaire Africell rachète la filiale locale de Orange pour un montant de 12 millions de dollars. Une belle acquisition qui permet à la compagnie de téléphonie mobile d'enregistrer 11 millions d'abonnés. Avec un taux de couverture de 50% et 37 millions d'habitants, l'Ouganda est un marché prometteur en termes de téléphonie mobile. L'opérateur Africell l'a bien compris. Le groupe vient de finaliser le rachat de la branche nationale d'Orange et possède désormais un fichier de 790 000 abonnés. Des clients souvent possesseurs de smartphones dotés de la 2G, la 3G et parfois dans la capitale Kampala de la 4G. Orange Niger se donne la mission de démocratiser l'Internet pour tous au Niger. On sait tous qu'aujourd'hui, l'Internet est un facteur de développement très important pour un pays, d'autant plus pour un pays comme le Niger. C'est un facteur qui va beaucoup contribuer à sa croissance. Et on pense que nous, Orange, en tant qu'opérateur numérique, on a un vrai rôle à jouer. Et d'autant plus que, comme on est leader, c'est quelque part une obligation pour nous de jouer ce rôle-là. Malgré ce rachat, Africell n'arrive qu'en 3e position sur le marché de la téléphonie mobile ougandais. Les opérateurs MTN et Airtel sont loin devant avec respectivement 10 et 7,4 millions d'abonnés. Des groupes en nette progression sur tout le continent. Les licences que viennent d'avoir les opérateurs comme MTN et Move sont des licences qui leur permettent d'offrir Internet sur leur mobile, sur tous les appareils et à prix d'or. Le gouvernement sait que c'est par là que les jeunes accèdent le plus aux technologies. Mais Africell ne compte pas rester un outsider. Le groupe vise les 6 millions de clients d'ici 2020 et compte mobiliser 150 millions de dollars pour y parvenir. Grogne cependant au Gabon, le personnel de Gabon Télécom, filiale de Maroc Télécom, n'est pas du tout content et le fait savoir. Les travailleurs de la compagnie de téléphonie sont en grève depuis le 13 novembre. Les grévistes exigent le respect des accords signés entre la direction et les travailleurs après la fusion de la maison mère et de la téléphonie. Ils menacent même de couper les lignes téléphoniques et Internet si leurs revendications ne sont pas satisfaites.
Grève illimitée. Une partie des employés de Gabon Télécom est à l'arrêt depuis le 13 novembre. Le personnel revendique le respect des accords signés avec la direction après la privatisation de 2007, date à laquelle Maroc Télécom avait racheté l'opérateur gabonais. Quelques 1200 employés avaient alors été licenciés. 7 ans après, le personnel de Gabon Télécom conteste l'augmentation de la masse de travail pour un salaire qui n'a pas changé. Les salariés estiment que la fusion de Gabon Télécom et de Liberty a entraîné pour eux un cumul de charges non compensées par des augmentations salariales. En conséquence, ils estiment que la société reste à leur devoir 97 mois de salaire. Avec un chiffre d'affaires de 48 milliards réalisé au premier semestre de l'année 2014 et un revenu de service en hausse de 32% sur la même période, la société a suffisamment de ressources pour répondre aux revendications des salariés. Lors du rachat par Maroc Télécom, Gabon Télécom et sa filiale mobile Liberty sont fusionnés, mais le personnel de l'ex-Libertiste reste mieux payé, une injustice que le syndicat gabonais des télécommunications souhaite corriger. Au-delà de la situation au sein de l'entreprise de téléphonie, cette grève donne une indication sur le climat social au Gabon. Il faut se rendre compte aussi que le climat social est particulièrement tendu en cette période sur le territoire de la République gabonaise. Ça s'explique non seulement au niveau de la fonction publique et dans le secteur privé, essentiellement par des revendications salariales, des augmentations du SMIC, du point d'indice et des autres éléments de nature à renforcer le revenu moyen des populations. La grève du personnel de Gabon Télécom fait planer la menace de coupure des lignes téléphoniques et Internet. Les grévistes exigent de la direction le paiement des primes réclamées et l'augmentation de la prime de logement. La page internationale à présent, un deuxième Français a été identifié parmi les djihadistes qui ont décapité les 18 soldats syriens. Il s'agit de Michael Dos Santos, 22 ans. Ce jeune converti connu des services spécialisés et des autorités judiciaires antiterroristes fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une information judiciaire qui avait été ouverte le 10 octobre 2013 suite à une enquête préliminaire initiée en août 2013, date de son départ pour la Syrie avec d'autres candidats au djihad. Une de mes sources a pu contacter directement la mère de Michael Dos Santos ce matin et elle a pu confirmer en effet que c'était bien son fils qui figurait sur la vidéo de l'État islamique. Le fait qu'il ne soit pas masqué, c'est généralement le cas au sein de l'État islamique. Ça démontre que cette personne est destinée à mourir à plus ou moins long terme, soit sur le champ de bataille, soit dans une opération kamikaze. C'est un personnage dangereux. Il évoque de manière récurrente et régulière le djihad, des appels au djihad, des menaces d'attentats sur la France. Il évoque également de manière récurrente le personnage de Mohamed Merah. Donc voilà, tout ça incite à penser qu'on est face à quelqu'un d'un profil inquiétant. En France, au contraire d'autres États européens, où on a à peu près le même nombre de musulmans, comme c'est le cas en Allemagne, on a proportionnellement beaucoup plus de salafistes en France, pratiquement le double, sinon le triple du nombre de salafistes en Allemagne. Donc il y a un ancrage ici de l'islam radical qui n'existe sans doute pas dans d'autres pays. Et parlons santé avant de clore cette édition d'information. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, veut éradiquer le sida d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions sont menées sur le continent. En Afrique du Sud, c'est la star sud-africaine Charlize Theron qui a été choisie pour porter le message. Écoutons son intervention. Étant née et ayant grandi en Afrique du Sud, j'ai toujours été consciente du manque de communication et de dialogue sur le sida. C'est cela qui manquait et qui a provoqué la stigmatisation des malades en Afrique du Sud. C'est cela l'obstacle principal qui empêche de faire disparaître la maladie. Suis-je consciente que ma présence met un coup de projecteur là-dessus? Bien sûr. Et je n'ai aucune honte à utiliser cela pour faire circuler l'information et y donner le plus d'accès possible. C'est cela qui, au final, permettra de mettre fin à l'épidémie de sida. Fast track for us is to really quicken the pace of action. Notre rapport a pour but d'accélérer notre action pour construire un élan, une dynamique, au-delà des échecs du passé. Ces 3 dernières années, nous avons pu mettre 5,6 millions de personnes sous traitement.
On avait mis 25 ans auparavant pour atteindre ce but. Donc nous voulons construire sur cet élan et casser la trajectoire de la maladie pour prouver que nous pouvons contrôler l'épidémie d'ici 2030. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.